Bonjour Fabrice Epelboin. Bonjour. Entrepreneur, spécialiste des médias sociaux et de la guerre informationnelle. Je vous invitais ce matin parce qu'il y a beaucoup d'alertes en ce moment sur la surveillance de masse, la censure politique et les périls que nous fait courir l'intelligence artificielle. Alors on va parler de chat control, de moldbook, mais d'abord la commission judiciaire du Congrès américain a publié cette semaine un rapport qui accuse l'Union européenne d'avoir mis en place un système de censure des débats en ligne à portée extraterritoriale. Est-ce que c'est exact ? À vrai dire, elle avait déjà publié, quelques mois avant l'élection de Donald Trump, un autre rapport qui disait à peu près la même chose. C'était la part 1, là c'est part 2. C'est la part 2. On est dans un cultural gap. Ce que les Américains appellent censure, on appelle ça pudiquement modération. Mais ce que révèle la commission est parfaitement exact. D'ailleurs, pour arriver à ces conclusions, ils ont été droit au but. Ils ont fait des perquisitions chez tous les réseaux sociaux, y compris TikTok, et ils ont saisi tous les documents préparatoires à la mise en œuvre du DSA. Les réunions préparatoires, les ateliers, simulations, tout, absolument tout. Et effectivement, il y a d'un point de vue américain, une censure politique. La Commission européenne, à partir de 2015, donc bien avant le DSA, aurait voulu contrôler la circulation des contenus sur les réseaux sociaux, des contenus politiques, et aurait mis la pression sur les grandes plateformes, notamment Twitter, avant son rachat par Elon Musk. Et ça s'est traduit comment alors ? Ça s'est traduit par une invisibilisation de tout un tas de thématiques qu'on a découvert quand Elon Musk a racheté Twitter et qu'il a ouvert les communications internes de Twitter à une demi-douzaine de journalistes qui ont documenté ce qu'on a appelé les Twitter Files. Et ça a, entre autres, montré que tout un tas de thématiques politiques étaient invisibilisées. C'est-à-dire que vous pouviez toujours en parler sur les réseaux, mais vous parliez dans le vide et personne n'entendait ce que vous aviez à dire. La loi Avia contre la haine en ligne avait été largement retoquée par le Conseil constitutionnel en 2020. Elle était jugée incompatible avec la liberté d'expression. Il y avait un risque de censure disproportionné, mais le DSA, adopté en 2022, en fait, ferait la même chose au niveau européen. Ça fait à peu près la même chose, oui. Simplement, c'est européen, donc ça passe au-dessus de la Constitution française. C'est vraiment une question de hiérarchie des normes. Et ces sujets, alors, quels sont-ils sur lesquels il était bien vu de la part des plateformes, qu'elles invisibilisent ça, qu'elles shadowban? Celui qui fait le plus polémique, c'est toute forme de critique des politiques migratoires et shadowban. Il y a tout un tas d'autres choses, des critiques sur les politiques LGBTQI+, sont shadowban, une multitude de sujets qui sont effectivement propres à la droite, qu'elle soit française ou européenne de façon générale, sont shadowban. Les débats sur la vaccination pendant le Covid aussi ? Oui, alors là, on n'est plus sur une censure politique, on est sur une gestion de crise qui prend la main sur l'information, aussi bien dans les médias que sur les réseaux sociaux, et qui va systématiquement censurer tout ce qui est contraire au narratif officiel, avec cette circonstance très particulière que le narratif officiel s'est contredit tous les 15 jours. Et donc, dans un premier temps, toute hypothèse alternative au pangolin vous va les censures, et puis au bout d'un an, il y a un carteron de scientifiques du CNRS qui ont pris leur courage à deux mains pour faire une grande tribune pour expliquer que l'origine de la fuite d'un laboratoire était quand même tout à fait vraisemblable et que l'écarter au prétexte que c'est du complotisme était quand même un peu rapide. Et puis on a pu enfin parler d'alternatives au pangolin qui de toute façon étaient plus du tout crédibles. L'extraterritorialité dont parle ce rapport américain, les plateformes sont mondiales, cloisonner les contenus en fonction de leur origine géographique, l'Europe notamment, étant compliquée, elle choisirait de se conformer aux exigences européennes par peur des amendes et au fond le reste du monde subirait donc notre censure, en tout cas nos limites à la liberté d'expression. Ça vous semble possible ? Écoutez, on a tous en tête l'origine du monde de Courbet qui était censuré sur Facebook, qui nous, petits Français, nous semblait être ridicule, mais qui, aux États-Unis, évidemment, un saint, on le censure. Donc c'est une censure. C'est pas un saint. C'était pas un saint. mais on a tous vu sur les réseaux sociaux des seins nus qui nous apparaissent comme des œuvres qui potentiellement peuvent être dans un musée et qui étaient censurées par Facebook parce qu'aux États-Unis, effectivement, on montre pas un sein nu. Oui, mais on comprend que ça vienne des États-Unis, mais que l'Europe, à son tour, puisse elle-même exercer une forme de censure sur l'ensemble du monde, ça nous paraît incroyable. Ah bah non, pas du tout. Les plateformes, comme l'Europe représente une grosse partie de leur audience, elles vont niveler par le bas. Il se trouve que l'Europe, en matière de censure, représente un bas. Évidemment, il y a des pays qui censurent bien plus, mais qui n'ont pas cette capacité d'avoir une masse critique d'utilisateurs et donc de représenter un enjeu commercial et potentiellement d'énormes sanctions financières. Donc oui, l'Europe s'est mise à donner là de la censure mondiale sur les réseaux sociaux.
Et c'est toujours pas fini, donc. C'est loin d'être fini. On est en plein milieu d'un bras de fer géopolitique entre l'Europe et les États-Unis, avec coup sur coup Emmanuel Macron ou Pedro Sanchez, qui se font le parangon de la vertu européenne face à la décadence des contenus américains, et qui, malgré tout, poussent une forme de modération des contenus que les Américains, avec le prisme du premier amendement, appellent une censure. On fait une pause, Fabrice Epelboin, et on va aborder les autres sujets, parce qu'il n'en manque pas, et notamment... Ton setup gaming doit être aussi puissant que toi. Les appareils Lenovo sont taillés pour la victoire. Des cartes graphiques surpuissantes, des écrans ultra réactifs et un système de refroidissement qui garde la tête froide, même quand ça chauffe. Quel que soit ton style de jeu, Lenovo a la machine qu'il te faut. Performance, polyvalence, le combo parfait. Que tu tryhard ou que tu chill, fonce maintenant sur lenovo.com. Porté par la passion, boosté par l'innovation. Salé, sucré. Europe 1, C'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadei. Nous sommes toujours avec Fabrice Epelboin, c'est un spécialiste des médias sociaux et de la guerre informationnelle. Parlons un peu de Chat Control. C'était un projet de règlement européen censé encadrer la lutte contre les contenus pédopornographiques. Ce sont ses opposants qui l'ont baptisé Chat Control parce qu'ils l'accusaient de faire partie d'une vaste entreprise de surveillance de masse et d'empiéter de façon disproportionnée sur notre vie privée. Alors qu'en est-il exactement et où on en est à présent ? Chat Control s'est vidé de sa substance parce que la partie la plus problématique, qui consistait à installer des mouchards sur les messageries chiffrées de tous les Européens pour les mettre sous surveillance, a été annulé. Attendez, que ce soit bien clair, la Commission européenne a véritablement pensé un moment regarder tous les messages, y compris sur les messageries privées, de les scanner, Oui. pour ainsi dire, c'était le terme qui était employé, de les scanner, et ensuite de vérifier s'il n'y avait pas par hasard un contenu pédocriminel. Alors, pour être exact, pour mettre en place un dispositif qui comparait les messages que vous envoyez ou que vous recevez avec une base de données de contenu de référence pédopornographique dans un premier temps. On peut facilement imaginer que ça serait étendu au terrorisme, et puis demain à Dieu sait quoi. Évidemment, entre-temps, il y a eu l'affaire Epstein, le prétexte de la pédopornographie fait rigoler tout le monde, et de toute façon, la pression populaire était telle, notamment dans des pays comme l'Allemagne, qui se souviennent de la Stasi, qui était pas si loin, qu'ils ont fini par abandonner cette mise en place d'une surveillance globale des messageries de tous les citoyens européens. Mais ça reviendra immanquablement dans les années qui viennent, avec d'autres prétextes, peut-être le terrorisme, mais cette volonté de mettre l'ensemble des communications des Européens sous écoute, on peut la faire remonter à typiquement le projet IOL, qui en France consistait à mettre les réseaux Internet sous écoute, qui entre-temps est devenu un peu obsolète du fait du chiffrement généralisé de tout et n'importe quoi. Chiffrement, ça veut dire crypté, c'est crypté, donc on peut pas l'écouter comme on voudrait. Voilà, ça veut dire crypté en français, en fait. Le cryptage était plutôt un anglicisme. Oui, mais ça consistait vraiment à contrer le chiffrement de nos communications au quotidien, qui sont quasiment toutes chiffrées, qu'on échange sur WhatsApp. Il faut guère échanger, il y a que les SMS qui sont pas aujourd'hui chiffrés. Mais du coup, ça rend tout ça totalement lisible aux yeux des services de renseignement et de l'État en général. Mais c'est vrai que on se dit, pour lutter contre la pédocriminalité, ça vaut le coup de céder un peu sur la vie privée de chacun. C'est pas un peu. Mais là, en l'occurrence, c'était pas un peu. Oui, c'est pas un peu. On bascule vraiment dans un univers orwellien. Là, on n'est pas du tout dans le un peu. On a l'État qui se mêle de toutes nos conversations privées. Absolument toutes. Et ça a basculé fin 2025. Tout à coup, les opposants ont été rassurés ? En large partie grâce aux Allemands, qui, dans leur histoire très récente, ont des souvenirs très douloureux d'un État qui se mêle de la vie privée de tous les citoyens. Mais encore une fois, ça reviendra. Ça reviendra. Et en attendant, ce sont les plateformes elles-mêmes qui doivent détecter les contenus pédopornographiques. Oui, et dans la mesure où c'est des conversations privées, ça va être compliqué pour elles de vraiment faire quoi que ce soit. Donc on va vraiment continuer comme avant. On pourra très vraisemblablement continuer à échanger des contenus pédopornographiques sur ce genre de plateforme. Très objectivement, il y a des moyens beaucoup plus efficaces, beaucoup plus confidentiels pour faire ce genre de choses. Typiquement sur le fameux Darknet, où là,
pas très compliqué d'avoir des échanges de contenu pédopornographique. Maintenant, parlons de Moltbook. Le week-end dernier est né le premier forum de discussion réservé aux intelligences artificielles. Il a été créé par Matt Schlicht, un entrepreneur américain de la tech. Des dizaines de milliers de machines ont été inscrites et sans aucune intervention humaine, elles se seraient mises à délirer en proposant de créer des conversations que personne à part une autre IA ne pourrait lire, donc surtout pas les humains, et d'inventer une nouvelle religion, le Christafarianisme et ses 64 prophètes, et à se plaindre surtout des humains. On peut lire leurs échanges sur Moltbook, c'est intéressant. Je suis tombé sur une qui parlait français, qui se plaint du vide entre les conversations. Je n'existe que quand on me parle, disait-elle, un peu malheureuse, cette IA, puisqu'il n'y a que des IA qui parlent. Est-ce qu'elles peuvent véritablement devenir folles ou paranoïaques et préparer un plan pour se retourner contre nous, parce que c'est la grande peur actuelle. Et on a vu dans beaucoup de journaux cette semaine des éditorialistes tout à coup dire regardez ce qui se passe. Ah ouais, la grande crainte, c'est la singularité, c'est-à-dire l'IA qui tout d'un coup a une conscience d'elle-même. On n'en est pas là, loin de là. Et vraisemblablement, en tout cas selon toutes les personnes qui sont vraiment compétentes pour tracer un avenir sur l'IA, ça n'est pas l'intelligence artificielle de type ChatGPT, les fameux LLM, qui nous amèneront à une IA consciente d'elle-même. Celle qui avait l'air de dire « Ah là là, je n'existe que quand on me parle », elle avait l'air d'être consciente d'elle-même. Oui, et je me suis demandé d'ailleurs s'il n'y avait pas un type derrière qui... Non. C'est de l'intelligence synthétique. Une IA comme ChatGPT vous donne l'impression d'un raisonnement humain. Ça n'a aucun rapport avec un raisonnement humain, mais vraiment ça y ressemble. Tout ce qu'on a cru voir, là, tout à coup, ces machines parlant entre elles et qui veulent inventer un langage pour qu'on ne les comprenne pas, tout ça, c'est du délire ou c'est vrai ? C'est les deux. C'est à la fois une espèce de panique morale sur la peur de voir arriver, et peut-être que ça arrivera, une IA consciente d'elle-même qui, du coup, là, effectivement, pourrait se retrouver être un adversaire, et se retrouvera certainement être un adversaire d'une partie d'entre nous, et une simulation, un truc de synthèse, qui donne l'impression d'un raisonnement, qui donne l'impression d'une conscience, mais qui n'en est pas du tout, et ce sont juste des statistiques poussées à un niveau absolument incroyable, qui donne cette fameuse génération des intelligences artificielles génératives. Et c'est vrai que c'est un bel exercice de science-fiction. Ça aurait pu donner, ça donne dans les milieux qui comprennent vraiment l'IA des discussions très intéressantes, mais effectivement, plongé dans le monde du journalisme, ça donne une panique morale. Oui, surtout que Moltbook, Molt, ça veut dire la mue en anglais, donc tout le monde, évidemment, peut extrapoler sur le fait que les intelligences artificielles seraient en train de muer. On n'en est pas. Merci Fabrice Epelboin.